voici John Gotti, le gangster le plus célèbre depuis Al Capone. Sa photo fait la une des journaux. On parle sans arrêt de lui à la télé. C'est une tête d'affiche. Il est devenu le parrain le plus puissant des États-Unis en tuant sans vergogne. John Gotti a pris la tête de la famille mafieuse des Gambino peu après le décès par balle de son prédécesseur supposé. Amoureux de la célébrité, il adorait le feu des projecteurs et il est devenu le criminel le plus médiatisé d'Amérique. C'était le Moby Dick du crime organisé. Tout le monde voulait poursuivre John Gotti en justice. Le procès de John Gotti vole la vedette au spectacle de Broadway. Il a tourné la justice en dérision, en échappant à multiples condamnations. Je ne prétends pas qu'il était innocent, mais le doute subsistait pour moi. Trop sûr de lui et arrogant, il a cru qu'il échapperait au FBI. Son comportement provocateur ridiculisait les gens chargés de faire respecter la loi. Néanmoins, son attitude a provoqué sa perte et celle de la famille mafieuse la plus puissante des États-Unis. Nous sommes en décembre 1985, un lundi soir en plein cœur de Manhattan, à New York. Paul Castellano, un puissant mafieux de la ville, arrive devant un restaurant pour dîner, accompagné par son chauffeur Tommy Bilotti. 4 hommes les attendent. À l'intérieur d'une voiture garée de l'autre côté de la rue, 2 hommes observent l'action. Ce soir à New York, au moins 3 hommes ont tué par balle un homme qui serait Paul Castellano, d'après la police, le chef supposé du clan Gambino, une famille mafieuse. La plus grande organisation criminelle américaine. Le roi est mort. Paul Castellano, le capo di tutti i capi présumé, a été exécuté dans une rue new-yorkaise hier. L'assassinat de Paul Castellano ébranle l'histoire de la mafia. Le meurtre d'un parrain n'arrive qu'une fois par génération. Et tout le monde est surpris d'apprendre qui est le cerveau de l'affaire. John Gotti. Il n'était pas très connu ou respecté avant la mort de Castellano. En matière de crime organisé, son point fort au départ consistait à voler des camions et frapper ou tuer des gens. C'était un voyou, selon moi. Truand de petite envergure, Gotti entame sa carrière criminelle à la fin des années 1950. Cependant, il a de grandes ambitions. Il envisage de rejoindre l'organisation criminelle américaine la plus riche. Cette année, les profits de la mafia atteindront les 100 milliards de dollars. Si on ajoute à cela l'augmentation du prix des biens et services à cause de l'inflation, la facture se monte à plus de 77 $ par Américain et par an. La mafia était présente partout. Qu'il s'agisse de criminalité urbaine basique ou de délinquance en col blanc sophistiquée, dans la collecte des ordures, les ports ou l'industrie vestimentaire. Les mafieux raquettent et bien sûr ils tuent. En 1973, on propose à Gotti d'entrer dans la plus puissante des 5 familles mafieuses de New York, la famille Gambino. Des estimations prudentes indiquaient que la famille Gambino gagnait facilement 4 à 500 millions de dollars par an. À sa tête siège Don Carlo Gambino. Son neveu a récemment été enlevé et tué par des membres de la mafia irlandaise. Désireux de se venger, Gambino offre à Gotti la chance de faire ses preuves pour intégrer la mafia.
Quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui a montré qu'il était prêt pour devenir membre à part entière d'une famille, au rang d'affranchi, de soldat. Gotti fait partie des hommes qui tuent James McBratney pour venger le kidnapping. Il est condamné à 7 ans de prison, mais sort moins de 2 ans plus tard. À sa sortie, Gotti est grandement récompensé. Il est intégré dans le milieu et promu directement au rang de capot avec des hommes sous ses ordres. Son équipe était l'une des plus violentes et impitoyables du clan Gambino. Elle était impliquée dans des vols de camions, des meurtres et des préusuraires. Ils étaient malades. Les pirates de la route sont particulièrement violents, et Gotti ne faisait pas exception. En 1976, Gotti est connu comme l'étoile montante de la mafia la plus puissante de New York. Dans ce milieu, on peut aller très loin si on est prêt à tuer toute personne qui se tient au travers de son chemin. C'est très pratique. Arrive alors un changement de parrain qui permettra à Gotti de viser le plus haut barreau de l'échelle. Après 20 ans passés à la tête du clan Gambino, Carlo Gambino décède. Son beau-frère, Paul Castellano, lui succède. Il se considère plus comme un homme d'affaires que comme un mafieux, ce qui énerve les gangsters tels que Gotti. Paul ne fréquentait pas les gars sur le terrain. Il ne se mêlait pas aux membres de sa propre famille mafieuse. Ces hommes le trouvaient trop arrogant et trop riche. Parfois, il le surnommait le pape ou l'homme sur la colline. Depuis sa villa de Staten Island, Castellano voit d'un mauvais œil les équipes comme celle de Gotti et les écarte des affaires les plus rentables. C'était le genre d'équipe que Paul Castellano appréciait peu, parce que les hommes qui les composaient étaient considérés comme des brutes épaisses avec un cerveau de la taille d'un petit pois. Il était partisan de la séparation entre les riches et les pauvres. Castellano et ses proches engrangeaient tout l'argent, tandis que les hommes de Gotti peinaient pour gagner de quoi vivre. John Gotti nourrit une haine grandissante pour Paul Castellano. Toutefois, ce factionnalisme au sein de la famille n'est pas le seul problème des Gambino. Les autorités américaines s'organisent et se préparent à entrer en guerre contre la mafia. Depuis des années, la mafia prospère, car seuls les hommes en bas de l'échelle sont condamnés. Les pontes qui dirigent les opérations, quant à eux, parviennent invariablement à ne pas se salir les mains. Très souvent, au sens darwinien, on supprimait les plus faibles, permettant aux plus forts de survivre. Les parrains, les sous-boss, les consiglieri et même les capis, ces capitaines qui dirigent les opérations dans la rue, ne pressaient jamais la détente. Ils n'extorquaient jamais de l'argent à quelqu'un directement. Ils palpaient, mais n'allaient pas à la besogne. Cette fois, le FBI a décidé de viser les membres importants. Le bureau forme donc des brigades chargées d'enquêter sur les 5 familles mafieuses new-yorkaises. La brigade dédiée à la famille Gambino est dirigée par Bruce Mau. Quand on a commencé en 1980, on disposait de très peu de renseignements sur le clan Gambino. On est parti de zéro, en fait. Il doit en apprendre davantage sur une organisation régie par une loi du silence strict. Quand on enquête sur une famille mafieuse, on cherche le maillon faible, qu'il s'agisse d'un lieu vulnérable ou de quelqu'un qui bavarde. Dès le départ, on a décidé de s'intéresser, entre autres, à John Gotti. John Gotti avait un bras droit, un ami qu'il avait connu adolescent. Il s'agissait de Fat Angie, Angie Ruggiero. Ses amis l'appelaient Quack Quack.
ce qui donnerait coin-coin en français, parce qu'il adorait cancaner, jacasser et bavasser. En 1981, la Cour autorise la brigade de Mao à mettre le téléphone d'Angelo Ruggiero sur écoute et d'installer des micros à son domicile. Ce dispositif ne tarde pas à porter ses fruits. Grâce à cette mise sur écoute, on s'est rendu compte que ces gens étaient impliqués dans un grand trafic d'héroïne. Ils vendaient à peu près 50 kilos d'héroïne en l'espace de 6 mois à New York. 2000 pas, d'accord? Et notre ami là-bas, à quelle heure il arrive? Le FBI arrête Angelo Ruggiero en 1983 pour trafic de stupéfiants, mais pas Gotti. Les agents n'ont aucune preuve directe de son implication. John Gotti est au courant et il touche sa part du gâteau, mais il n'est pas impliqué physiquement dans le trafic du produit. Pourtant, il n'est pas encore tiré d'affaire. Même si la mafia tire des profits du trafic de stupéfiants, de nombreux parrains, dont Paul Castellano, interdisent officiellement à leurs hommes de dealer, sous peine de mort. Cette mesure était très efficace. Dès que quelqu'un qui déplaisait à Castellano trempait dans le trafic de drogue, il pouvait s'en servir pour le supprimer. Le parrain dispose d'une raison idéale pour se débarrasser de John Gotti. Castellano ne portait pas trop John Gotti ou Angelo Ruggiero dans son cœur. Il les aurait fait tuer, c'est certain. Il possédait les hommes et les armes pour ce faire. C'était à qui tuerait ou se ferait tuer. Gotti comprend qu'il doit frapper le premier. Néanmoins, le meurtre d'un parrain n'a rien d'un contrat ordinaire. La mafia obéit à des règles strictes. Il doit demander l'autorisation au parrain des 4 autres familles new-yorkaises. Or, ne serait-ce qu'en suggérant l'éviction de son parrain, un simple capot peut encourir la mort. Pour la première fois, Gotti montre un sens tactique qu'on ne lui connaît pas et une sagacité inattendue. Gotti parie que les autres parrains sont fatigués de l'attitude autoritaire de Castellano et qu'ils seraient heureux de le voir partir. Il a raison. Étonnamment, 3 parrains new-yorkais donnent leur aval au capot arriviste. À présent, John Gotti a besoin d'hommes de main. Agissant avec audace, il approche son pire rival, un fidèle de Castellano très riche, Sammy Gravano. Il le persuade de devenir son bras droit. Sa nouvelle recrue lui communique des informations confidentielles capitales. À l'époque, Castellano se sent très sûr de lui. Ça fait 10 ans qu'il est parrain et personne n'a rien tenté contre lui. Il se sent à l'abri. Il se déplace avec un seul lieutenant, un homme du nom de Bilotti. Castellano ne porte pas d'armes et il n'a pas de garde du corps. Gotti et Gravano apprennent que Castellano doit dîner dans un restaurant appelé Sparks Steakhouse le 16 décembre 1985. Ils savent quand et comment Castellano viendra. Ils réunissent alors leurs hommes de main. John Gotti a échafaudé le meurtre de Castellano et on peut dire qu'il a conçu un plan brillant. Gotti se dit que les rues pleines de monde seront en fait un atout pour ses tueurs à gages. Il leur a tous fait porter des trench-coats blancs ainsi que des chapkas. L'idée, c'était que ces hommes se ressemblent, si bien qu'aucun passant ne pourrait les identifier formellement si on leur demandait. Dans un dernier geste d'audace, Gotti se place à quelques mètres seulement du lieu d'exécution.
Son nouveau bras droit, Sammy Gravano, est assis à ses côtés. La scène qui s'ensuit changera à tout jamais le monde de la mafia. Les 4 tireurs attendaient Castellano. Sur les photos du crime, on voit qu'ils l'ont tué au moment où il sortait de sa voiture. Toute la famille Gambino était sous le choc. En quelques jours, tout le clan savait que John Gotti était le responsable. L'ampleur de l'ambition de John Gotti devient flagrante. Il a l'intelligence d'organiser une réunion de capis avec ses propres partisans. Frank DeCicco se lève et dit « Je nomme John Gotti parrain de la famille Gambino ». Évidemment, Gotti est présent puisqu'il est capot. John Gotti est désigné parrain de la famille Gambino. On est en janvier 1986. John Gotti a pris la tête de la famille mafieuse des Gambino peu après le décès par balle de son prédécesseur supposé. L'homme qui lui aurait succédé serait un homme du nom de John Gotti. Il aurait tout manigancé? Je pense qu'il détient le pouvoir exécutif de la famille Gambino et qu'il aura certainement été consulté. Jusqu'à ce jour, la mafia était une société secrète, exerçant son pouvoir dans l'ombre. Un parrain traditionnel cherche la discrétion. Il contrôle ses activités criminelles via des intermédiaires. Il ne veut pas qu'on le voie comme un individu puissant qui peut devenir la cible des forces de l'ordre. Gotti, lui, était précisément tout le contraire. Gotti attire l'attention, comme aucun parrain avant lui. Dès qu'il est devenu le parrain de la famille Gambino, son apparence a changé. Auparavant, il portait des coupes-vents, des t-shirts noirs et des bijoux de mafioso de pacotille. Tout à coup, du jour au lendemain, tout change. Il porte des costumes sur mesure, des manteaux en cachemire et même des chaussettes à ses initiales. Il ne ménageait pas ses efforts pour avoir l'apparence d'un empereur. À 45 ans, John Gotti est facilement reconnaissable, ne serait-ce que par ses costumes sur mesure et ses visites fréquentes dans ce salon de coiffure. Il a beaucoup de goût. Il aime que sa coiffure soit absolument parfaite. Cet homme est un gentleman absolument incroyable. Un gentleman et un joueur invétéré. Il lui arrive de flamber $100 000 en un week-end. Il adorait les feux de la rampe. Il disait sans arrêt qu'il avait un public. Il aimait qu'on le repère au restaurant. Il se targuait de son statut important. Il était mégalomane. La presse le surnomme le Dapper Don. Dapper signifiant élégant. Mais en dépit de ses costumes chics, Gotti reste un gangster poursuivi par son passé. Avant d'accéder au trône de la famille Gambino, John Gotti attendait d'être jugé pour voie de fait. En 1984, presque 2 ans auparavant, il avait agressé Romuald Paisik, un vendeur de réfrigérateurs du Queens, à l'occasion d'un incident ridicule. Il se trouve que John Gotti a giflé Romuald Paisik lors d'une dispute à propos d'une place de parking. Gotti et ses hommes lui ont aussi volé $300. Paisik, qui ne connaissait pas Gotti, a porté plainte. C'est tout. Un homme qui s'apprête à devenir parrain de la mafia évite de se faire arrêter pour un incident aussi insensé. Et puis, juste avant le procès, survient le meurtre de Castellano. Et tout à coup, le pauvre monsieur Paisik doit témoigner contre le plus grand criminel du pays. Paisik prend peur quand la presse rapporte un fait terrifiant tiré du passé de Gotti.
En 1980, à 12 ans, le fils de John Gotti est mort, renversé par un voisin. Son fils a déboulé sur la route. Un voisin qui ne l'a pas vu et qui ne faisait rien de mal a tué le jeune garçon en le renversant par accident. D'après les médias, l'épouse de John Gotti a menacé le conducteur, John Favara, avec une batte de baseball quand il est venu demander pardon, bouleversé. Par la suite, Favara a voulu fuir le quartier. Il a vendu sa maison et la veille de son déménagement, il a été enlevé. Le bruit courait que Gotti en personne l'avait coupé en deux à l'aide d'une tronçonneuse. Quand cette histoire a fait surface, tout le monde a pris peur. Ayant appris ce qui était arrivé à Favara, Pajcik décide subitement de ne plus témoigner. Je ne peux pas dire à la barre que messieurs Gotti et Coletti m'ont frappé et volé. Je n'en suis pas sûr. Cette perte de mémoire fait les gros titres. Quelqu'un avait coupé les câbles de frein de sa voiture et il avait été menacé dans la rue. Comment lui en vouloir d'être devenu amnésique? John Gotti quitte le tribunal en homme libre. Il vient de vaincre pour la première fois les forces de l'ordre et la justice en même temps. Cependant, moins de 2 semaines plus tard, en avril 1986, il repasse en jugement. Cette fois, il est accusé par les procureurs fédéraux et les charges qui pèsent contre lui sont bien plus importantes. John Gleason, alors co-procureur, espère que le parrain écopera de la peine maximale de 20 ans. Il s'agissait d'une affaire de racket, concernant plusieurs délits spécifiques non isolés, commis par les accusés en tant que membres de la famille Gambino. Gotti transforme ce qui aurait dû être une séance d'humiliation pour lui en séance photo. Le gangster top modèle John Gotti fait la couverture des magazines, la une des journaux et un tabloïd new-yorkais dédie même une colonne, non pas à l'affaire Gotti, mais aux affaires de Gotti, celles qu'il porte au tribunal. Et tous les jours, Dapper Don fait sale comble. Le procès m'intéresse parce que Gotti est cool. C'est sûrement le premier mafieux à faire les couvertures de magazines. Gotti ne se fait pas prier pour livrer à son public une prestation d'homme nonchalant et indifférent au procès. Le procès a immédiatement fait sensation dans les médias, à cause de l'attirance qu'exerçait John Gotti. L'accusé tente même de se lier d'amitié avec des journalistes. Il avait l'habitude de boire un expresso avec une goutte d'eau de vie ou d'anisette. Et il invitait souvent les femmes journalistes à prendre un café avec lui, pas les hommes. Il ouvrait la porte aux femmes. Il considérait qu'il apportait une nouveauté au sein du crime organisé en étant quelqu'un d'ouvertement intouchable. Même s'il joue le rôle du dandy, il a recours à ses manières de gangster dès l'ouverture du procès. Il n'arrêtait pas de me faire des réflexions. Quand je passais près de lui, il me disait « Ta mère est une traînée, et toi, un junkie. » Pire encore, les avocats de John Gotti s'en prennent aux témoins du procureur, qui tous avaient appartenu à la pègre. Il avait des dossiers pires que celui de Gotti. C'étaient tous des meurtriers ou des criminels ultra-violents. En parallèle, l'accusation n'avait aucun enregistrement ou mise sur écoute comme preuve. Et, surprise, surprise, Gotti est acquitté. L'annonce du verdict a suscité l'émotion. D'abord tout sourire, Gotti a lancé un regard furieux au procureur en criant « Il devrait avoir honte ». La mission des jurés consistait à décider de la culpabilité ou non de l'accusé. Ce qu'ils ont fait, il n'y a rien à ajouter.
À l'époque, tout le monde ignore que la victoire de Gotti était garantie d'avance. Gotti s'était assuré qu'il ne serait pas déclaré coupable en corrompant un juré. Plus tard, George Pape sera déclaré coupable d'avoir accepté 60 000 $ pour que Gotti ne soit pas déclaré coupable. Mais sur le moment, cette affaire est un désastre pour les autorités. C'était un cauchemar pour nous, une histoire épouvantable. John Gotti, lui, en a savouré chaque seconde. Il savait qu'il serait acquitté, qu'il n'avait rien à craindre, et que ce procès n'était pas un inconvénient, mais plutôt un avantage. Ce n'est rien. Vraiment? Une fois de plus, Gotti s'est bien moqué de la justice. Cependant, cette tentative de condamnation aura de sérieuses conséquences. On a appelé 2 hommes de Gotti en qualité de témoins. Et ce faisant, a révélé qu'ils servaient d'indicateurs au FBI. Deux ans après le procès, Willie Boy Johnson, un ami d'enfance de Gotti, est assassiné. Le corps de l'autre indique, Billy Batista, n'a jamais été retrouvé. Ces morts ont scandalisé le FBI parce qu'il cela n'a pas engendré une simple dispute, mais une vraie rupture entre les différentes autorités. Des rivalités naissent entre les différents organismes chargés de faire respecter la loi, freinant sérieusement leurs efforts pour faire condamner Gotti. Pendant des années, en refusant de travailler en collaboration, ces organismes ont permis à la mafia de gagner en puissance. John Gotti était surveillé par le FBI, le bureau du procureur du Queens, celui du procureur de Manhattan et un détachement de lutte contre le crime organisé de l'État de New York. C'était ridicule. C'est au tour du détachement de lutte contre le crime organisé de l'État de New York d'essayer d'épingler John Gotti. Son responsable, Ronald Goldstock, pense qu'il détient un enregistrement où Gotti ordonne un meurtre. C'est le 3e organisme à s'attaquer au Dapper Don. John Gotti, le parrain présumé de la famille Gambino dans l'acte d'accusation, est mis en examen. Il s'agit d'un événement qui s'ajoute à la longue série d'actions menées par les organismes fédéraux, locaux et d'État, et qui changera inévitablement la face du crime organisé. Ce matin, l'homme que la police considère comme le parrain le plus puissant des États-Unis risque la prison à perpétuité car il aurait ordonné l'exécution d'un syndicaliste. Ce syndicaliste, appelé John O'Connor, avait saccagé le restaurant d'un ami de John Gotti. Il reçoit 4 balles dans le dos en représailles. Mais il survit. À la barre, des témoins assurent que Gotti a commandité la fusillade. Et Ronald Goldstock est convaincu qu'il détient l'enregistrement pour le prouver. À mon sens, tous les gens observant le déroulement du procès dans la salle d'audience pensaient que Gotti serait condamné. Malheureusement, à l'écoute, la piètre qualité des enregistrements suscite le doute sur la solidité de l'accusation. On verra avec qui il est. On va régler nos comptes. Aujourd'hui, le jury a livré son verdict concernant le Dapper Don. Qu'avez-vous décidé concernant l'accusé? L'accusé est déclaré non coupable. On était abasourdis par l'acquittement. On n'en croyait pas nos oreilles. Gotti sort du tribunal en homme libre pour la 3e fois. Rien ne permettait de relier M. Gotti aux événements. Rien de rien.
Je ne prétends pas qu'il était innocent, mais le doute subsistait pour moi. Les autorités pensent qu'en prononçant le terme de mafia, l'affaire est gagnée. Mais les citoyens américains ne sont pas de cet avis. Ce soir-là, alors que Gotti célèbre sa victoire, les médias lui décernent un nouveau surnom. Teflon Don, parce que toutes les accusations glissent sur lui. On est content. On se réjouit tous de cette décision. Toute la ville devrait fêter ça. À vrai dire, il y a eu des fêtes dans la rue. Des gens acclamaient Gotti. Ce tueur cruel et vicieux était considéré comme un héros. C'est terrifiant et terrible à la fois de voir le plaisir indirect que procurent des personnes telles que John Gotti, non seulement aux journalistes, mais aussi au public. Les gens avaient envie de voir quelqu'un comme Vito Corleone ou Jesse James. John l'a senti et il a exploité le filon au maximum. On lui a donné le rôle du Dapper Don ou du Teflon Don. Il jouissait d'une image éclatante qu'il ne méritait pas du tout. Ce n'était qu'un voyou. Aucun criminel avant lui n'était apparu aussi puissant et impunissable. En 4 ans, John Gotti est sorti triomphant du tribunal par 3 fois. Les autorités n'ont qu'une envie, le faire tomber. Pour la première fois, on nous disait « Vous ne l'aurez jamais. C'est Teflon Don, il est intouchable. » Pourtant, en 1989, après 4 ans de surveillance acharnée, le FBI s'apprête à attaquer. On avait une devise, patience et persévérance. Prends tout ton temps et accroche-toi contre vents et marées. Ces années de patience commencent à payer. Petit à petit, l'équipe de Bruce Mao entre en contact avec une multitude de personnes liées à la famille Gambino. Il existait tout un tas d'hommes qui avaient l'air de gros malins de base et qui en fait servaient d'indices au FBI. Les agents du FBI apprennent que Gotti aime aller au Ravenite Social Club situé à Mulberry Street dans le quartier de Little Italy à New York. Bruce Mao met le club sous surveillance permanente. Dans Little Italy, c'est très difficile de se garer et de mener une opération de surveillance sans se faire remarquer. Le FBI loue secrètement un bâtiment qui offre une vue directe sur la porte d'entrée du Ravenite. Les agents installent un équipement vidéo extrêmement coûteux. En examinant des heures d'enregistrement, ils font une découverte. Gotti est tellement sûr de lui qu'il dirige son organisation depuis le Ravenite Social Club. On dirait qu'il n'a jamais compris qu'il dirigeait une organisation secrète, un réseau criminel clandestin. Il exigeait, au moins une fois par semaine, que ses soldats ou ses capis viennent baiser sa bague, comme s'il était le pape. Ils ne sont pas censés se rencontrer en public. Ils sont censés agir clandestinement en utilisant des lieux sûrs. Or, John Gotti était entouré de sa cour au club du lundi au vendredi, soit 5 soirs par semaine. John Gotti a donné des occasions en or à Bruce Mao et son équipe. Les agents du FBI ont ainsi déniché des preuves que seul un idiot leur aurait données. Ils ont pu photographier tous ceux qui entraient et sortaient. Ils ont même découvert des gens qu'ils ne soupçonnaient même pas. Des leaders syndicaux, des politiciens, des truands dont on ignorait l'appartenance à la famille Gambino. Gotti a donné au FBI le bottin du milieu. Malgré les bons résultats de la surveillance, des photos et des vidéos de l'extérieur du club ne suffisent pas à incriminer Gotti. Le FBI a besoin d'entendre ce qui se dit à l'intérieur.
Mao fait appel à Jim Kallstrom, le responsable de la surveillance électronique du FBI, pour qu'il fasse le nécessaire. À New York, il se trouve que Mulberry Street est une rue étroite où vivent beaucoup de membres de la mafia. Par conséquent, rentrer dans un bâtiment sans se faire remarquer n'a rien d'un jeu d'enfant. C'est très compliqué. Les hommes de Kallstrom sont des cambrioleurs professionnels. Ils trafiquent les serrures ou les alarmes, ils pénètrent dans des coffres-forts. C'est leur métier, au risque de subir des représailles, de se faire tirer dessus, voire tuer. Le risque zéro n'existe pas. Ça n'arrive strictement jamais. Grâce à ces indicateurs, l'équipe de Mao sait que des réunions ont lieu dans l'arrière-salle du club. Les hommes de Jim Kallstrom se sont introduits dans le club en crochetant la serrure et en coupant l'alarme. Puis ils ont posé un micro. Maintenant que l'endroit est sur écoute, les agents du FBI pensent qu'ils sont enfin en position dominante. Pourtant, ils vont s'apercevoir que leur tâche ne sera pas aussi aisée. On n'entendait rien dans ce club. C'était un lieu très bruyant, avec de la musique. Le but consistait justement à empêcher les écoutes. L'équipe technique est entrée plusieurs fois dans le club pour poser un micro sous la fameuse table, au-dessus, dans un mur. Ils ont mis 5 mouchards sur cette table. On a fait venir des techniciens de Washington pour filtrer le bruit de fond. Mais sans résultat. Le FBI ne distingue pas ce qui se dit, même s'il est possible de reconnaître la voix de John Gotti. Quelque chose les intrigue cependant. Cette voix s'éteint pendant de longues périodes. Les agents visionnent alors les vidéos de l'extérieur du club à la recherche d'indices. Et c'est en observant la porte d'entrée voisine qu'ils font une découverte capitale. C'est là qu'on voit l'utilité de la surveillance. Tout à coup, on a constaté qu'une femme sortait du bâtiment systématiquement dès que certains événements survenaient. Mao vérifie les registres de suivi et constate que la femme part toujours au moment où la voix de Gotti disparaît des enregistrements. Le FBI découvre alors qu'un escalier intérieur dessert les appartements à l'étage. En vérifiant l'identité des habitants de l'immeuble, le FBI trouve la clé du mystère. L'appartement 10 était occupé par la veuve d'un soldat de la famille Gambino, appelé Mike Cirelli. Les sbires de Gotti lui disaient « On a besoin de votre appartement pendant 1 heure, si vous alliez regarder la télé chez vos voisins. » Ensuite, Gotti et ses hommes faisaient leur réunion dans son salon. C'était la découverte dont on avait besoin. Je me souviens que Bruce Mao m'a appelé pour me dire qu'il avait trouvé le lieu clé. Cependant, le FBI est confronté à un nouveau problème. Comment s'introduire dans un appartement occupé? Ce n'est plus la même donne. Il s'agit d'entrer dans un appartement occupé par une veuve qui y vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un jour, l'équipe de Mao apprend que Madame Cirelli s'en va pour Thanksgiving. Par conséquent, fin novembre 1989, l'équipe de Kallstrom retourne à Mulberry Street pour installer un mouchard dans l'appartement. Ensuite, on a attendu. Les semaines passent sans résultat. Mao et ses hommes craignent le pire.
Si John Gotti soupçonne la présence du micro, toute l'opération capotera. Dans ce genre de situation, on se pose toujours des questions. Est-ce que quelqu'un a trouvé le micro? Les techniciens ont-ils parlé? Est-ce qu'ils ont laissé un indice qui a compromis l'opération? Et puis un soir de fin novembre, en voyant Gotti et ses acolytes entrer dans le club, les agents du FBI se branchent sur ce qui se passe dans l'appartement. Comme on s'y attendait, ils entrent dans l'appartement. À l'époque, on ignorait que John Gotti était sourd d'une oreille. Par conséquent, personne ne murmurait. Tout le monde était obligé de parler d'une voix claire. Notre micro est installé juste à côté. Vous allez dire à ce connard que moi, John Gotti, je vais m'occuper de lui trancher la tête. La voix de John Gotti s'entend parfaitement bien. John Gotti interdit à tout le monde de parler, sous peine de mort, au cas où quelqu'un écouterait ou entendrait. Mais lui, il parle ouvertement. Il n'arrêtait pas de répéter la même chose. Écoutez-moi bien. Tous les deux, vous allez dire à ce salaud que je lui trancherai la tête. Donc, si on n'avait pas compris sur le coup ce qu'il avait dit, il suffisait d'attendre quelques minutes pour qu'il répète. Il parle de descendre d'Ibi, Robert Di Bernardo. Quand Dibi s'est fait descendre, l'autre m'a raconté des salades. Il a dit qu'il était en tôle. J'étais pas dupe. Je l'aurais fait de toute façon. John disait souvent, si un type balance, même si on n'est pas sûr, on le tue. Il admettait clairement un meurtre. C'était exactement ce que Mo attendait depuis des années. Et Gotti lui a servi sur un plateau d'argent. Et alors? Qu'est-ce que tu veux de plus? En tout, on a enregistré 5 conversations, ce qui représentait environ 7h30 d'enregistrement. Elle faisait un peu figure de best-of. On savait que c'était bon. On pouvait monter un dossier très solide. Je serai Cosa Nostra jusqu'à ce que je meure. Que ça se passe dans 1 heure, cette nuit ou dans 100 ans, je serai toujours Cosa Nostra. Le 11 décembre 1990, le FBI arrête John Gotti pour les meurtres qu'il a mentionnés sur les enregistrements. Le bureau arrête aussi le meilleur acolyte du parrain, le sous-boss Sammy Gravano. Lors de l'audience préliminaire, John Gotti, en homme expérimenté, semble détaché. Vous savez que l'accusation veut vous emprisonner pour un moment? Lors de son arrestation, Gotti était comme d'habitude, vantard, arrogant, sûr de lui et souriant. Il ignorait ce qui l'attendait. Il n'était pas au courant des écoutes. Il s'est assis. Quand on a passé des extraits des enregistrements, il a immédiatement compris qu'on avait un dossier solide. Fini l'attitude détachée. Il était acculé. Et j'en ai savouré chaque seconde. Pourtant, avant le début du procès, un autre rebondissement survient. Sur l'un des enregistrements du FBI, Gotti débine Sammy Gravano, son sous-boss, dans son dos. Sammy savait que sur ces bandes, il y avait quelque chose de grave concernant ses relations avec John Gotti. Mais il ignorait de quoi il s'agissait. Il enfreint les règles de la mafia en contactant le FBI sans avoir l'autorisation de son parrain, afin d'écouter les enregistrements. Je n'oublierai jamais de ma vie ce 12 décembre, quand Sammy a écouté l'intégralité de l'enregistrement.
Il s'agit d'une tirade d'1 heure contre Sammy Gravano. John Gotti le traite de monstre aux yeux verts, déclare qu'il le hait et qu'il le trouve cupide. Il parle aussi de s'en débarrasser. Et surtout, Gotti y accuse Gravano de plusieurs meurtres. Chaque fois qu'un type n'est pas d'accord, on le bute. C'est lui qui s'en charge. Sammy Gravano était furieux, il était prêt à exploser. Il était en colère de voir son parrain si loyal et merveilleux le critiquer par derrière. Sammy a les yeux rivés sur la transcription. Il jette son casque sur la table et il fait « Ne jubilez pas, les gars. Ne jubilez pas. » Il s'est dit qu'il n'avait pas à mourir en prison pour une famille qui avait trahi sa confiance. Il a demandé à témoigner. À ce moment-là, Gravano brise la loi du silence de la mafia, l'omerta, et se retourne contre son parrain et toute la famille Gambino. On n'aurait jamais cru qu'il le ferait. Je pensais que John craquerait avant lui. Et pourtant, j'étais convaincu qu'il n'y avait aucune chance que John retourne sa veste. Il nous a parlé de 19 meurtres. On ne savait même pas qu'il les avait perpétrés. Il nous a donné des détails sur l'assassinat de Castellano. Il nous a raconté le déroulement des faits et comme quoi il était dans la voiture avec Gotti. Grâce au témoignage de Gravano, le dossier devient béton. Devant le tribunal, on assiste aux manifestations habituelles en faveur de Gotti. Après tout, il demeure le Teflon Don. Il n'y a pas que l'Américain moyen qui assiste au spectacle. Même des stars hollywoodiennes sont venues jusqu'à Brooklyn. Il s'agit d'un grand événement de notre époque. Le procès faisait tout un foin. L'événement a été couvert par toute la presse new-yorkaise. Les journalistes remplissaient la moitié de la salle d'audience. Nous, on était assis à côté des sbires de Gotti. On a atteint le point d'orgue quand Gravano a témoigné pendant 9 jours. Sammy Gravano a expliqué comment Gotti et lui avaient fomenté le meurtre de leur parrain Paul Castellano et de son chauffeur Tommy Bilotti en 1985. Ils ont assisté à l'exécution devant un restaurant new-yorkais avant de partir en voiture en longeant les corps criblés de balles. Il n'a pas atténué sa culpabilité et a reconnu 16 meurtres. Il a admis ce qu'il avait fait. Il a livré un témoignage implacable. Ça fait 27 ans que je suis procureur et juge, et je n'ai jamais vu de meilleur témoin. Il a achevé Gotti. Dans la salle d'audience, tout le monde savait qu'après le témoignage de Sammy, Gotti serait condamné. Gotti lui-même le savait. Quand le jury prononce son verdict, les soutiens de Gotti provoquent une émeute devant le tribunal. J'ai vraiment honte d'être américain. Oui, j'ai vraiment honte. Ce jugement est une honte. Ils le prennent